Les priorités d'Amnesty International, bien sûr dans le cadre de la défense des droits humains, c'est bien. On a actuellement une campagne qui s'appelle Exigeons la dignité, qui a pour but de lutter contre la pauvreté et de défendre les droits dans leurs différentes dimensions. Et puis nous avons ce qu'on peut appeler nos campagnes traditionnelles, l'abolition de la peine de mort, la campagne pour la liberté d'expression et actuellement une campagne sur les pays d'Afrique du Nord, ainsi qu'une campagne pour la Cour pénale internationale et la justice internationale. Et de fait, quand on regarde l'ensemble de nos campagnes, ce que l'on voit bien, c'est que à la fois on s'adresse aux violations commises par les États, par exemple la peine de mort, mais aussi le recours pour une véritable justice qui est la Cour pénale internationale, et surtout d'intégrer la dimension des droits dans leur globalité afin que les individus puissent vivre vraiment dans leur dignité. Le monde bouge. Hein. On avait assisté déjà à un premier chamboulement, hein, vraiment des changements majeurs avec la chute du mur de Berlin en 1989. Aujourd'hui, on voit émerger le printemps arabe avec une nouvelle avancée pour les droits humains. Il y a de nombreux enseignements et de nombreux constats qu'on peut faire aujourd'hui. Le premier, c'est que, par exemple, tout au long de l'année 2010, on a pu voir augmenter la contestation dans le monde. Face à cette contestation, il y a une répression de plus en plus importante. Mais ces revendications qui sont reprises partout montrent bien que les aspirations des individus pour les droits humains sont les mêmes partout et montrent à quel point l'universalité est un fait. Pendant très longtemps, on a voulu nous faire croire que ce n'était pas le cas, que certains avaient des valeurs différentes, avec des visions culturelles différentes, et que finalement il fallait adapter les droits humains en fonction du contexte. Or ça, c'est un discours très pratique pour les États qui ne veulent pas pratiquer certains droits chez eux, et notamment la liberté d'expression, la liberté de la presse, la liberté d'information et bien d'autres encore. Et puis c'est facile aussi pour ceux qui, en théorie, les respectent chez eux, mais qui ont des liens d'amitié et qui, comme ça, ne sont pas obligés de faire pression sur ces autres États pour que les choses changent. Donc tout ça est en train de bouger fortement. L'autre grand changement, ce que nous voyons aujourd'hui, c'est l'émergence des nouvelles technologies, clairement, qui permettent aux citoyens de pouvoir participer beaucoup plus activement et aussi de pouvoir s'informer et informer. Le cloisonnement, hein, on a vu encore aujourd'hui dans de nombreux pays, la liberté d'association, de réunion, de manifestation sont interdites. Mais grâce aux nouvelles technologies, ils peuvent participer pleinement à ce qui se passe et peuvent y contribuer. Et ça leur donne une forme de pouvoir par rapport à l'État, puisque eux-mêmes peuvent gérer leur information. Oui, c'est un tournant à différents niveaux. C'est un tournant parce que, une fois de plus, cela montre à quel point, même si les gens sont dans des systèmes de peur, parce que c'est de ça dont il s'agit, même si ils peuvent perdre la vie, hein, c'est ce qu'on voit aujourd'hui en Libye, en Syrie, au Yémen, on a vu en Tunisie, en Égypte, eh bien ils vont au-delà, parce que la situation est devenue tellement insupportable, pour eux ce n'est plus possible, hein. C'était le Ben Ali dégage, etc. C'est à un tel stade que de toute façon, ils vont au-delà de leur peur. Ça, c'est un grand enseignement parce que cela veut dire que l'oppression ne peut pas durer éternellement. À un moment donné, les choses vont basculer. L'autre enseignement, c'est que les pays occidentaux, justement, qui ont soutenu ces régimes, hein, que ce soit au nom de la sécurité, notamment après les attentats du 11 septembre, qui ont justifié bien des tortures, des exécutions extrajudiciaires, des arrestations arbitraires, que ce soit notamment pour l'Union européenne, là, pour contrôler les flux migratoires, alors que, par exemple, on savait très bien que quand on renvoyait des migrants vers la Libye, ils allaient être arrêtés de façon arbitraire et parfois même torturés, et ce sans aucun contrôle ni aucune garantie. Donc
ce contrôle migratoire, ou alors les accès aux matières premières, etc., quelles que soient les raisons qui ont été invoquées, aujourd'hui on voit bien que ça éclate en miettes, et que les arguments justement de oui, mais ce sont des pays où il y a un développement économique, les choses s'améliorent, etc., on voit bien qu'ils ne tenaient pas la route. Ces gouvernements sont mis en face de leur hypocrisie, parce qu'ils le savaient. Ils savaient très bien ce qui se passait, puisque des associations comme Amnesty International informaient régulièrement. Nous avions des rapports, nous avions des témoins, etc. Donc, ils savaient ce qui s'y passait, mais avec hypocrisie, un certain cynisme. Ils n'ont pas les mêmes droits que nous, ils n'ont pas les mêmes aspirations. Ils ont continué à soutenir des régimes qu'ils n'auraient pas dû. Déjà, il y a toute cette question réfugiés, migrants, demandeurs d'asile. On voit que ces questions, c'est-à-dire l'arrivée d'étrangers sur le sol français, sont utilisées très souvent à des fins politiciennes. Et nous regrettons que l'Union européenne aujourd'hui serve à durcir, en tout cas, soit utilisé par les autorités pour expliquer un durcissement des législations concernant les migrants et les demandeurs d'asile. Derrière, on a regretté bien évidemment ce qui s'est passé pendant l'été 2010 au sujet des Roms et de toutes les campagnes de stigmatisation, discrimination, tous ces renvois forcés, là aussi à des fins de politique intérieure. Les autres aspects, c'est les violences policières. De notre point de vue, la lutte contre l'impunité, c'est-à-dire pour avoir des enquêtes indépendantes sur les violences policières qui peuvent être commises et puis de la justice derrière, aujourd'hui n'avance pas. Nous le regrettons. Plusieurs comités des Nations Unies l'ont soulevé à différentes reprises. Donc ça, ce sont des soucis. Et au final, c'est probablement le manque de prise en compte des droits humains. Et un des événements qui nous inquiète beaucoup, c'est le fait que les autorités administratives indépendantes, la HALDE, la Défenseure des enfants, le médiateur et justement la Commission nationale sur la sécurité et la déontologie, donc qui peut enquêter sur des violences policières, eh bien, ces autorités indépendantes ont disparu au profit de la création du défenseur des droits, ce qui avait soulevé beaucoup pas de contestation, mais beaucoup de réserves, voire d'inquiétudes de la part de la société civile et d'autres instances. Et depuis le 1er avril, on attend le défenseur des droits. Les autres instances ont disparu et il n'y a toujours pas de défenseur des droits. Donc ça montre bien comment la question des droits humains en France aujourd'hui est vraiment, en tout cas de notre avis, mise un peu sur le côté.